étions ici, on a vu que les gens ils donnaient que paracétamol, d'autres donnaient que le diclofenac. Je vais seulement vous parler un peu du protocole qui est appliqué par le ministère Sans Frontières. Vous avez dit dans l'évaluation en utilisant les scores de bas, d'abord il faut savoir que c'est une auto-évaluation. C'est le malade lui-même qui évalue sa douleur. Ce n'est pas donc l'analgésique hypalien 1, on donne paracétamol associé systématiquement à ibuprofène. Bon, si on a fait la césarienne, on pécaïne. Tous les produits sont là et si vous n'avez pas, vous pouvez même utiliser même du pécaïne 0,25 pour ça. Au cours même de l'intervention, donc à la fin, on infiltre au niveau de la plaie. Comme ça, la femme ne va pas mal et après, on va gérer. Donc, ibuprofène plus paracétamol. Les doses sont là. Après, c'est que l'hypalien 1 et l'hypalien 2. Donc, l'hypalien 2, il est constitué par paracétamol. Maintenant, on ajoute la codéine. La codéine, on en a en goutte, il y en a partout. Si on n'a pas la codéine, on ajoute le tramadol. Donc, vous ajoutez déjà 3 produits. Paracétamol plus demandé à cas de l'évaluation avec analgésie modérée. Donc, n'ayez pas peur de faire ça. Maintenant, pour les analgésiques, alors maintenant pour plus la morphine. Donc, on prend paracétamol, seul ou avec ibuprofène, plus la morphine. La morphine, il y en a à comprimer, à libération en injectable. La morphine, tu peux donner ça en sous-cutané, tu peux donner ça en intraveineuse aussi. Donc, ça, c'est ce que nous utilisons. Ce qu'on veut insister aujourd'hui est que les anesthésistes sont concernés par les tours de salle. C'est pour cela que hier, vous avez dit que les anesthésistes savent qu'il faut seulement endormir seulement le patient et le réveiller. Non, l'anesthésiste, il est le responsable de la douleur à l'hôpital. C'est lui le référent de la douleur. Il est le référent de la douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, jour et nuit, c'est ça son travail. Peut-être à la fin de la journée d'aujourd'hui, on va un peu parler sur l'hôpital. Que ce soit les gestionnaires, que ce soit les médecins, que ce soit même eux-mêmes, ils n'ont pas un job description. Aujourd'hui, dans les ressources humaines, quand tu engages quelqu'un, tu lui donnes le profil des postes. Qu'est-ce que tu attends de lui et qu'est-ce que lui attend de toi? N'est-ce pas? Oui, merci beaucoup, Attention. Les anesthésistes. En tout cas, vous ne vous occupez pas. Je remercie d'abord l'orateur d'aujourd'hui par rapport à son exposé, que hier nous avons anticipé par rapport avec les travaux des groupes. Mais j'avais une petite préoccupation concernant l'analgésie multimodale, là où il a associé le diclofenac par rapport à la césarienne. Parce que jusqu'à peu du contraire, on sait que ces produits-là agissent sur la montée des thèses et souvent c'est contre-indiqué par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus. Somatique, je peux bien comprendre. Somatique et viscéral. J'ai une confusion entre ces deux concepts, viscéral, somatique, psychogène. Alors, viscéral, somatique, ça me tape un peu. Une fois donné dans le schéma de la gestion de la douleur, une fois donné le tramadol et la malade en péropératoire parvient à présenter les effets secondaires tels que le vomissement, comment s'y comporter? Parce que aussi les vomissements vont entraîner encore la douleur au niveau de cette plaie-là. Merci. Je remercie les deux orateurs pour leurs exposés brillants. Mais je vais juste m'imaginer une situation complexe. C'est-à-dire nous avons une femme qu'on doit réopérer parce qu'il y a eu des problèmes avec ses plaquettes, par exemple, ou avec ses facteurs de coagulation. Or, quand on voit les protocoles, je trouve que le palier 1 donc, se retrouve un peu partout. Pour ce qui est des douleurs faibles, modérées, fortes. Et dans le palier 1, il y a le paracétamol qui est là et les AINS. Mais cette femme ne sait plus prendre le paracétamol, donc apéros. Donc là, il n'y a que les AINS qui sont là avec
ce problème d'anti-agrégation, l'enquêteur. En fait, comment nous le prenons? Par rapport à l'utilisation de morphinique chez les femmes césarisées, on sait que le morphinique a un effet secondaire si les transits digestifs intestinaux. Alors, je ne sais pas si c'est toujours conseillé, disons, dans nos conditions où il faut donner autre chose pour effectivement prévenir qu'il y ait un retard de retour du péristaltique. Oui, et aussi par rapport aux ANS, quelque part, on a dit que dans les effets secondaires, il y a aussi des déficits ou hypoplaquétose. Alors, je pense que les ANS ici, le diclofénac sera utilisé quand même à forte dose et que c'est un effet secondaire qui est beaucoup plus réputé aux anti-inflammatoires non stéroïdiens utilisés à petite dose. Je ne sais pas s'il y a une nouveauté par rapport à ces concepts-là. Merci. Mais qui a aussi trait à la douleur parce que ça provoque la douleur. Souvent, les femmes césarisées présentent la toux et cette toux les amène à produire des douleurs au niveau des plaies opératoires. Je voudrais demander maintenant comment on peut gérer cette toux pour que ça puisse soulager la femme et que la douleur ne puisse pas être permanente pendant les post-opératoires. Et je voudrais demander sur la gestion des douleurs en post-partum, parce que nous sommes dans les soins obstétricaux. En post-partum aussi, il arrive qu'il y a des tranchées rebelles. Alors je demande si nous allons aussi faire appel à l'anesthésiste ou il y a des analgésiques spécifiques dans ce domaine. De machine ici à Goma, qui est un morphinique, qui est dépourvu des effets secondaires tels que la dépression respiratoire, et même ça répond aussi à la question des causements vis-à-vis des rétendissements viscérales. C'est le produit qu'on appelle Akipa. Dans nos termes scientifiques, on l'appelle Nefopa. Ça c'est plus sur le marché. On va prendre là-dessus. La contre-indication des diclofénac par rapport à cause de montées laiteuses entravées. Et ceci rejoint une autre question aussi, mais nous revenons sur le fait que cela est dose dépendant. Ce n'est pas une seule injection, ce n'est pas un seul jour ou 2 jours d'injection de diclofénac. Chacun de ces produits-là, ça va, et automatiquement ça réduit aussi même leurs effets secondaires. Si vous donniez seul la morphine, ça aura donné un résultat, un effet secondaire de dépression respiratoire. Mais lorsque vous donnez 2 produits à la fois, ou 3 ou 4, c'est ça effet de réduire les doses de chacun de ces produits-là et donc réduire automatiquement aussi ces effets secondaires. Donc il n'y a pas de contre-indication lorsque vous faites une gestion, elle est réduite. Et il y a plusieurs façons de pouvoir aussi encourager la montée laiteuse. Parce qu'il y a par exemple beaucoup parmi nous qui jusqu'à présent empêchent aux malades de consommer le jour même de l'opération. Vous ne buvez pas pendant toute une semaine. Vous savez, autrefois, lorsqu'on opérait quelqu'un, il sortait de l'hôpital maigre, il perdait du poids, c'est normal. Parce que il n'y a pas longtemps, la semaine passée, je suis dans un hôpital où les malades on nous a dit vraiment ne prenez rien du tout. Et donc elles souffraient, et toutes souffraient de soif intense ce jour-là. Et dire qu'on leur a donné la copine pendant l'opération, l'anesthésie. Donc, pensons à la réhydratation conséquente. À gérer les choses par rapport aux muscles striés, aux muscles squelettiques. Lorsque vous avez à gérer les choses qui sont contrôlées par les systèmes nerveux, je vais dire central, cérébrospinal, lorsque vous tirez sur les muscles, cette douleur-là, vous pouvez, cette douleur, elle est somatique. Elle est contrôlable à ce moment-là. A pour effet automatiquement de lever à bonne partie votre analgésique que vous avez donné lié à la morphine. Ça veut dire donc que vous devriez changer le produit. Donc au lieu de morphine, vous pouvez donner votre tramadol qui déjà agit très bien et qui déprime moins. Il y a les effets anti-agrégants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réopérer ces malades qui sont exposés à des saignements.
encore une fois, c'est dosé dépendant. Ce n'est pas tout le malade qui reçoit à une seule dose, même à 24 et 48 heures, que déjà il y aura une perturbation de ces facteurs de coagulation, ce n'est pas le cas. C'est très peu que vous aurez donné. Juste pour les morphiniques et sur leurs effets sur le tube digestif. Tube digestif. Je crois que là, il faut donner la dose qu'il faut et ne pas continuer à donner, à réinjecter les morphiniques. Les morphiniques ne sont pas à être consommés. Déjà, ce sont des drogues. Donc il ne faut pas juste donner. On a vu des médicaments du professionnels de santé qui sont devenus aussi des morphinomanes, parce que justement, à cause d'eux, on a décidé de mettre sous clé, sous l'armoire et enregistrer. Il est prévu qu'on change cela chaque jour. Et d'ailleurs, on jette un usage unique. Quelqu'un m'a parlé il y a quelques 4 jours des filtres dans les circuits anesthésiques pour retenir au moins les bactéries qui viennent du précédent patient. Et donc, si déjà vous ne le faites pas, c'est qu'il y a eu infection, tout est déposé sur le masque, les salives et autres bactéries sur le masque du patient antérieur, précédent. Et vous donc utilisez la même chose sur toute une série de patients comme ça. Et donc, s'il vous plaît, ce sont des facteurs qui sont de nature à vous provoquer la toux. Et donc, il faut une prise en charge déjà en pré-opératoire et puis en post-opératoire. Est-ce qu'il faut appeler les anesthésistes? Hein? Oh oui, et quoi? Maintenant, avant ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, ça crée d'abord l'apnée. Donc, tu ne peux pas avoir peur de l'apnée. Et la morphine, tant que tu as peur de ça, tu ne peux pas donner. Mais on a vu que 4 fois, la morphine, il y a là où on donne toutes les 4 heures. N'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas oublier les notions de voir maintenant la vitesse, n'est-ce pas? Après ça, tu surveilles ton malade. Parce que tu sais que les 2 premières minutes, il peut entrer un peu en apnée, mais il va récupérer de lui-même, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas avoir peur. Il n'y aura même pas de problème. Donc il ne faut pas avoir peur de la morphine. Aujourd'hui, il y a la morphine peroxydrée que je vous ai parlé dans des hôpitaux, à libération rapide et à libération prolongée. Ça n'a jamais créé de l'apnée. Vous pouvez demander aux gens qui sont en Rutshuru ou avec M7 Hollande, ils peuvent vous dire combien de... On vous a montré la pharmacologie de ces produits. Donc, tant que nous avons les choses évoluent, donc il faut voir que d'abord on donne du diclofenac parce que la femme ne peut pas prendre les produits à peroxyde. Donc une dose, 2 doses de façon que après l'intervention, vous savez qu'après 3 heures, la femme elle doit boire vraiment l'été. À ce moment-là, elle va continuer avec l'ibuprofène. C'est comme ça. Les vomissements liés au tramadol existent. Je fais 12 mg 5 de bupivacaïne, c'est de la bupivacaïne hyperdare, bien sûr, c'est-à-dire 2,5 ml avec 100 microgrammes de morphine, c'est-à-dire, il faut la diluer, 100 microgrammes, ça représente 0,1 ml, et je rajoute 3 microgrammes de sufentanil. Je ne sais pas si vous avez le sufentanil dans votre pharmacopée ici. C'est un analgésique de la même famille que le fentanyl, mais qui est beaucoup moins dépresseur respiratoire. Le fentanyl, il est très dépresseur respiratoire. Je ne vous engagerai pas à en mettre dans vos rachianesthésie. Mais nous en mettons, nous, 3 microgrammes, parce que ça assure une analgésie qui est un peu prolongée FEROP et qui est excellente en post-op. Et la morphine prend le relais, grosso modo, pour les 24 heures. Les 24 heures post-op. Alors effectivement, on est confronté parfois à des nausées, vomissements qui sont liés à ces morphiniques. Ces nausées et vomissements sont assez pénibles et pas très faciles à soulager, ça dépend des gens. Il n'y en a pas beaucoup qui vomissent avec... il n'y en a pas beaucoup. Voilà, ça marche pas très bien. Le prurite, parfois on a des prurites, il suffit d'expliquer aux gens pourquoi c'est grave. Je vous engage à prendre immédiatement le relais, parce que vous allez les voir se tordre de douleur sinon. C'est extrêmement efficace, c'est une préconisation terrible. On a parlé du Nefopam. Le Nefopam, ça marche très bien. Ça marche très bien aussi. Nous l'avons intégré dans nos protocoles multimodaux avec
L'ANS que nous utilisons nous en France, c'est plus le kétoprophène. Le kétoprophène, ces ANS pour nous ne posent aucune contre-indication à l'allaitement. Aucune. Voilà, ça fait pas saigner. La femme peut allaiter, on l'utilise pendant 48 heures, au moins. Voilà. Sauf contre-indication d'ordre digestif. Qu'est-ce qu'on m'a dit aussi? La toux, alors la toux, effectivement, les gens qui toussent, il faut qu'ils se tiennent bien le ventre, bien appuyés sur le ventre pendant les efforts de toux. On n'a pas grand chose de plus à leur offrir à ces pauvres femmes. Voilà, alors les anesthésistes, le rôle des anesthésistes, c'est important. Les anesthésistes, il faut qu'ils s'impliquent. Chez nous, on s'est impliqué de plus en plus dans la prise en charge des patients en pair et en post-op. En post-op, alors effectivement, comme l'a dit mon collègue, nous prenons en charge la réhydratation, bien sûr. L'antibiothérapie, elle est prise en charge par nous conjointement avec le chirurgien. En fonction de... Nous discutons quels sont les germes, si c'est une antibiothérapie probabiliste ou bien si c'est une antibiothérapie ciblée sur... Je pense que c'est un bon discours, il faut être lié au chirurgien anesthésiste. C'est un couple. Et nous prenons en charge aussi la prévention de la thrombose. C'est-à-dire les HBPN, bandes avarices, voilà. Les bandes avarices chez nous sont systématiques pour les césariennes et pour un grand nombre d'interventions. Voilà, merci. En post-opératoire, n'ayez pas peur que votre patient tousse. Par contre, si vous l'empêchez de tousser, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir peur. Parce que si elle n'arrive pas à tousser, à cause de la douleur, pendant ce temps, elle va développer une atelectasie. Et cette atelectasie-là est maintenant mauvaise pour les outcomes de votre patient. Sans avoir la douleur, et à ce moment-là, vous allez voir que ça va marcher. Donc, comme message, vous qui interdisez à vos patients de ne pas tousser, ça c'est déjà une mauvaise pratique. Merci. Donc, les ballots, aujourd'hui, les ballots de batterie est utilisé partout. Mais nous, on n'en a pas. Parce qu'il est cher. Donc, on vous montre ici, au cas où vous coincez, parce qu'ici, il y a des médecins, souvent, ils sont coincés, comment ils peuvent insérer un préservatif. Donc, ça y est, là-bas. Donc, comment il faut d'abord fermer. Donc, tu prends d'abord une sonde urinaire. Après, tu fais entrer le préservatif. Tu fermes avec une corde qui est stérile parce que ça va entrer dans l'utérus. Donc, toutes les manœuvres doivent être faites avec des gants stériles. Il ne faut pas utiliser les gants propres. L'idéal est que même, il faut même préparer même une table stérile. Parce que nous avons souvent l'habitude de venir avec les gants propres pour les utiliser partout. Donc, il faut être stérile. Donc, tu ouvres ta sonde, tu fais les compresses, tu mets là-bas, tu attaches. Après, tu peux prendre, tu descends encore. Donc, tu vois, là, tu as attaché, tu descends encore. Après, pour vider de l'air, tu peux aspirer d'abord dans la sonde parce qu'il faut que le préservatif soit bien étanche.